De retour donc, Madame, Monsieur. Aujourd'hui, nous consacrons ces quelques minutes de notre édition de direct donc à ce nouveau remaniement ministériel. Je vous rappelle que le cabinet d'Ibrahim Mahlab a démissionné hier. Le chef de l'État a accepté sa démission. Il a tout de suite nommé un nouveau Premier ministre. C'est justement de ce dossier que nous allons parler. Donc justement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir pour parler justement de ce dossier. Général Ibrahim Chokri, bonsoir Général Chokri, vous êtes professeur de droit à l'Académie de police, vous êtes aussi analyste politique. Nous avons le plaisir, bienvenue, et nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Hicham Nouri Khattab. Vous êtes membre des conseils nationaux spécialisés et vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Association du développement industriel égyptien. Bonsoir. Bonsoir. Je commence avec vous tout de suite. Comment avez-vous, avant de parler des détails et comment ça a été fait, j'aimerais savoir quelle a été votre première impression hier lorsque vous avez entendu de ce remaniement ministériel. Est-ce que c'était prévu? Vous avez l'impression, le gouvernement représente un facteur exécutif, ça veut dire pour la volonté du peuple. La volonté du peuple, tout d'abord, elle cherche d'avoir un niveau économique meilleur. Pour avoir un niveau économique meilleur, il y a juste un chemin, c'est les investissements. Et les investissements, il faut faire des investissements. On a l'axe du canal et on doit avoir beaucoup de projets qu'on a étudiés et préparés pour les commercialiser dans le monde entier. Mais par rapport à ce nouveau, pourquoi justement vous trouvez que le gouvernement a démissionné en ce moment? Pourquoi on a justement pensé à un remaniement ministériel en ce moment? Vous savez, le Premier ministre Ibrahim Mahlab, bien sûr, durant sa période, il a réalisé beaucoup de résultats, surtout dans le domaine des services. On a vu les routes, par exemple, beaucoup de routes. J'ai utilisé la route de Le Caire, Alexandrie, qu'il a fait avec... C'est fait bien sûr par notre armée. Notre armée maintenant a la responsabilité de la défense et la responsabilité de reconstruire l'économie égyptienne. Bien sûr, il travaille avec des compagnies civiles et il donne des résultats. L'histoire, bien sûr, d'histoire que notre armée a fait beaucoup pour l'Égypte, a sauvé l'Égypte et a aidé à reconstruire l'économie. Comme on a dit, j'ai dit que le Premier ministre Ibrahim Mahlab a fait des résultats, beaucoup de résultats. Mais l'affaire que maintenant, le facteur du temps est très important. Pour les investissements, il faut se dépêcher. Très bien. Général Ibrahim Chokri, je vois que M. Khattab a plutôt parlé d'investissement, d'économie. Apparemment, il y a un autre point de vue, surtout, ou plutôt politique, derrière ce remaniement ministériel. Un remaniement ministériel qui intervient quelques jours, peut-être après le procès de corruption du ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, comment avez-vous vu ce remaniement ministériel? Quelle a été votre impression? Certains parlaient de remarques vis-à-vis du gouvernement d'Ibrahim Mahlab, d'autres parlaient de réalisation. Comment est-ce que vous jugez toute cette période et justement ce remaniement ministériel? Bon, d'abord, avant d'aborder, de commencer, je suis d'accord sur quelques points que notre cher collègue a présentés. Mais d'abord, pour calculer cette situation, il faut dire que l'ingénieur Ibrahim Mahlab, son gouvernement, a fait des points positifs, il y a aussi des points négatifs, mais en total, il a essayé d'effectuer des mouvements dans le bien du peuple égyptien parce qu'il a commencé à
carrière comme Premier ministre dans une période qui était très critique pour nous comme Égyptiens. C'était début 2014. C'est ça. Donc, il a passé plus qu'à peu près 18 mois comme Premier ministre. On ne peut pas oublier que cette période-là, il y avait des grèves des ouvriers. Son première visite, c'était aux usines d'El Mahalla pour arrêter le mouvement des ouvriers. Il a fait des activités au niveau de tout le pays. C'est dans le dossier interne, dans le dossier externe. On ne peut pas oublier ses visites en Afrique, ses visites qu'il a effectuées en Europe, les conférences internationales qu'il a présentées à l'Égypte. Donc c'est un travail qui convient la période elle-même dont il était le Premier ministre. Bien sûr, il y a eu des points négatifs, mais ce n'est pas tous les points négatifs sont à la charge du Premier ministre lui-même. Peut-être quelques ministres ont fait des erreurs. C'était indispensable de présenter la démission de son gouvernement aujourd'hui, hier, je veux dire. Pardon? C'était indispensable. Est-ce qu'il fallait absolument que... Est-ce que c'était prévu, attendu que le gouvernement présente sa démission? Donc, ici, on passe à un autre sujet complètement, c'est-à-dire quelle est l'opinion de la présidence. Donc la présidence de la République, c'est l'organisme qui évalue la vie des Égyptiens, le progrès qui a passé concernant le travail interne et externe. Et ce que j'ai constaté, que la présidence a vu que c'est bien de changer, ou maintenant, ou c'est un retard. Parce que si on s'arrête quelques semaines au futur, donc on va arriver à la période des élections. Et là, ce sera un grand problème de faire changement avant les élections d'1 ou 2, 3 semaines. Donc c'est le temps convenable pour présenter un nouveau gouvernement qui peut effectuer un positif au niveau du peuple égyptien, surtout des grands projets. Ça ne veut pas dire que l'ingénieur Mahlab n'était pas bon. Il a bien effectué, mais c'est ce que nous appelons, c'est la période convenable de chacun dans sa mission. Et le nouveau gouvernement, lorsqu'il était nommé, ça veut dire aussi que le président de la République veut choisir quelqu'un qui va prononcer des projets, surtout dans le domaine pétrolier, et ça veut dire aussi que le président de la République regarde et contrôle bien le travail de tous les ministres et tous les gouverneurs, parce que l'ingénieur Chérif Ismaïl était le moindre des responsables du gouvernement qui peut se présenter sur les médias où on le connaît, mais il faisait un travail complètement. Donc c'est quelqu'un qui travaille. D'accord, ça c'est un point assez important aussi et intéressant, comme vient de le dire Monsieur le Général. Voilà, ça c'est une remarque. On parle de Monsieur Chérif Ismaïl, l'ancien ministre du pétrole dans le gouvernement sortant, qui s'est vu confier le nouveau cabinet, de former le nouveau cabinet. C'est vrai qu'il y avait des réalisations sur le terrain avec, par exemple, les problèmes concernant les coupures de courant, des problèmes qui se sont vraiment améliorés tout au long des derniers mois. Et avec le gaz de Chirou, il a beaucoup de résultats. Maintenant, on a des gaz pour des dizaines. Mais qui n'était vraiment pas connu pour les... C'est-à-dire, il n'était vraiment pas une figure médiatique. C'est-à-dire, on ne voit pas des déclarations, des interventions dans les médias, ainsi de suite. Est-ce que la déclaration et puis les résultats, c'est une autre chose. Non, apparemment, on peut travailler sans le dire. C'est-à-dire sans que ça se fait voir. Ça peut se faire sentir vous savez, plutôt. quelquefois, vous prenez des conseillers et des conseillers qui vous racontent qu'il y a des problèmes comme s'ils lire dans des livres. Mais l'affaire, ce n'est pas de lire ou de raconter, c'est l'affaire de trouver des solutions pour les problèmes. Nous avons des pays qui étaient beaucoup moins que nous en économie. Et maintenant, ils ont, comme la Chine par exemple, maintenant la production chinoise est le premier, il a dépassé les États-Unis. Alors pourquoi pas étudier les expériences des Chinois et résoudre nos problèmes pareil comme eux. Et ils ont commencé par la suffisance, pourquoi pas avoir de la suffisance dans notre nourriture, dans notre industrie. C'est-à-dire, ce n'est pas l'affaire de déclarer ou de dire, bien sûr, tous, on sait qu'on a des problèmes économiques et des problèmes durs. Et vous savez, un niveau économique meilleur, ça vous donne beaucoup. Vous pouvez avoir de l'argent pour dépenser pour l'éducation, pour la santé et pour les services.
Très bien, c'est vrai qu'on est plus ou moins dans une crise économique. Est-ce qu'un nouveau gouvernement doit surtout avoir des éléments parmi ceux qui sont plus ou moins spécialisés dans l'économie, ou aussi on a besoin d'hommes de politique avec donc une période assez difficile, la formation d'un nouveau gouvernement, toute une nouvelle phase dans l'histoire de l'Égypte qui s'ouvre, une nouvelle page aussi, qui s'ouvre avec normalement un nouveau gouvernement. C'est-à-dire comment doit être, mais il y a aussi des défis au niveau sécuritaire, comment doit être le nouveau gouvernement, c'est-à-dire quels sont... Pour moi, notre président, il a une vision et une lecture, et il a fait beaucoup de résultats dans ses voyages internationaux. Mais le temps, comme j'ai dit, c'est un facteur très important. On doit avoir des lois convenables pour les investissements. Il faut que vous savez, pas les étrangers, les Égyptiens qui travaillent à l'extérieur, à l'étranger. Ils transfèrent environ 20 milliards de dollars chaque an. C'est-à-dire qu'ils sont capables de donner à l'Égypte 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars peut faire beaucoup de choses pour l'Égypte. Très bien. Justement, pour la formation du nouveau gouvernement, avec les défis actuels au niveau sécuritaire, au niveau politique, mais aussi au niveau économique, comment va être ce nouveau gouvernement? Donc, comment vous le trouvez? Vraiment, il y a quelques messages devant ceux qui arrivent en Égypte il y a 24 heures. Premier message, c'est que le président de la République, il contrôle bien tout ce qui se passe. C'est-à-dire quelqu'un qui fait son travail, mais qu'on ne le connaît pas très bien, il le contrôle, il sait bien comment il fait son travail. Donc, ce n'est pas une récompense parce qu'il a fait des recherches pétrolières. Non, c'est quelqu'un qui fait bien son travail, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas une nécessité qu'il ait un grand expert économique. Parce que je vois que peut-être ce nouveau gouvernement peut avoir un premier ministre avec lui, 2, par exemple, pas plus, 2 ou 3, vice-premiers ministres qui peuvent aider pour partager le travail. Parce que le travail qu'a fait l'ingénieur Mahleb était très difficile. On a vu bien qu'il était complètement actif, qu'il part partout, qu'il se déroule par tous les endroits du pays, il surveille tout le travail, il passe assis par là. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas être des qualités des autres. Donc, pourquoi pas? Pourquoi le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, ne peut pas avoir 2 vice-premiers ministres comme était auparavant, à l'âge de Sadat par exemple? Les vice-premiers ministres, quelqu'un qui est spécialité d'un groupe économique en complet, c'est-à-dire les ministres de la finance, de l'investissement, de la commerce, de l'industrie, etc., etc. Est-ce que vous trouvez que ça peut être vraiment une expérience réussie avec nous en Égypte? Parce que si je ne me trompe pas, juste après la révolution, le nouveau gouvernement ou le gouvernement qui a pris en charge la responsabilité du pays avait des vice-premiers ministres. Mais ça n'a pas continué. Mais par exemple, ce que vous dites, c'est bien, on a passé par ça, mais c'est une période différente. Maintenant, oui, on commence à construire notre pays. Là-bas, c'était une période révolutionnaire. Mais maintenant, c'est le travail sur le terrain, travail actif. On ne peut pas laisser la responsabilité complètement sur les épaules d'un Premier ministre tout seul. C'est-à-dire, chaque problème qui arrive, on dit c'est le Premier ministre. Non, il faut y avoir quelques vice-premiers ministres, 1 ou 2, qui peuvent lui servir. Il faut aussi partager les activités du gouvernement sous plusieurs niveaux. Un niveau économique, comme je viens de vous expliquer, un autre niveau pour les ministères qui s'occupent des services des citoyens, des problèmes quotidiens qui sont en face des citoyens, par exemple l'université, le ministre de l'approvisionnement, des ministres, etc., qui peuvent servir les activités quotidiennes des Égyptiens, etc. Et il faut y avoir aussi des gens qui peuvent être comme assistants du Premier ministre, qui peuvent lui aider à faire appliquer les politiques qu'il va les présenter. Troisième chose que je veux aussi en parler, c'est que le nouveau gouvernement, il a une chance, une vraie chance, parce qu'il va se présenter, le gouvernement en total, tous les ministres, ils vont se présenter devant les nouveaux membres de l'Assemblée nationale, l'Assemblée du peuple, c'est-à-dire les gens qui vont être élus dans quelques semaines, quelques mois, ils vont voir comment ce gouvernement-là a activé devant eux, comment ces ministres travaillent. Ils peuvent leur donner la confiance après les élections. Et ça, c'est quelque chose de nouveauté qu'on ne peut pas l'accepter si les mêmes ministres de Mahleb ont continué jusqu'à les élections.
Ça va nous conduire en fait à parler de qui seront les ministres qui vont être reconduits à leur poste. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir, parce qu'aujourd'hui, la rue en parle en fait, pas seulement les analystes. Est-ce qu'on va voir un nouveau gouvernement de technocrates ou de politiciens? Comment voyez-vous ce nouveau gouvernement? Les résultats. La rue cherche des résultats. Par le biais de qui est capable de donner qui sont les plus capables de donner des aujourd'hui? résultats qu'il vient. Ça dépend. Quand, par exemple, maintenant, avant, le ministre, il a une politique qu'il doit le faire. Alors, s'il est capable de le faire, par exemple, maintenant, on a beaucoup de problèmes des investissements. Qui est capable de résoudre ces problèmes, qui est capable de faire des lois qui encouragent les investissements. Parce que tout d'abord, le premier problème, c'est l'économie. Avec l'économie, si l'économie, ça marche comme dans les autres pays, en Chine, en Singapour, vous avez l'argent, vous pouvez dépenser. En Émirats, tout d'abord, vous devez reconstruire l'économie, qui est capable de résoudre ces problèmes-là. Et c'est fini. Très bien. Il y avait pas mal de travail, c'est-à-dire comme par exemple la nouvelle loi sur le service civil, par exemple, une loi qui fait, je ne sais pas, mais il faut dire qui ne fait pas l'unanimité dans la rue, mais qui est jugée indispensable de la part du gouvernement et des spécialistes. De telles lois, les ministres qui étaient derrière ces lois. De la lumière sur ce sujet-là. Maintenant, on doit avoir de l'expérience. On a beaucoup de pays. Par exemple, les infractions des autos. Dans le monde entier, là, les infractions des autos, là, ça se paye dans une semaine. Si ça se paye pas dans une semaine, dans une banque ou par l'Internet, ça sera le double. Et après, si après 2 semaines, ça ne se paye pas, ça va être chez le juge. Alors, pourquoi on ne prend pas le système dans les pays développés? On fait le même. On ne veut pas faire d'exploration. On veut faire le même système, comme les Européens, comme les Américains. Ça donne beaucoup de revenus. Vous avez les revenus de la taxe en Égypte, environ 500 milliards ou 600 milliards. Ça ne couvre pas les salaires et l'intérêt des dettes égyptiennes. Ça, c'est un problème. Ça, c'est très problématique. Il faut avoir des revenus pour dépenser. Pour avoir des revenus, il faut que les citoyens aient lui aussi des revenus, parce que ça va nous faire parler en fait des classes sociales, comment les impôts sont je ne sais pas, mais en fin de compte, qui paye, qui ne paye pas, et qui doit payer plus, qui doit payer moins. Parce que, encore une fois, on va parler des salaires, par exemple, par rapport aux autres pays, le revenu de chaque citoyen, de chaque personne, par rapport le SMIC et ainsi de suite. C'est très problématique. Apparemment, on va avoir besoin de quelques années pour résoudre ces questions. J'aimerais bien... Oui. Je vous en prie. C'est pas un problème social, parce qu'on pour la circulation dans les rues, là, on a des expériences. C'est pas difficile de faire la même chose, les mêmes lois, comme en Europe ou en Amérique. Non, pas du tout. C'est pas difficile, mais l'affaire, c'est de réaliser. Très bien. Mais je parlais d'avoir des résultats. Pour ça, j'ai dit, le ministre doit être capable d'avoir des résultats. Très bien. Vous aviez des remarques là, Monsieur le Général? Non, je voudrais dire simplement qu'un gouvernement qui va être un nouveau gouvernement de l'Égypte peut avoir des responsables qui sont les deux en même temps, des technocrates aussi et des politiques. Pourquoi pas? Donc, il ne faut pas avoir un seul chemin, il faut bien choisir. C'est la première remarque. Deuxième chose. Puisque le président a pris cette décision hier, et personne ne la croit pas, donc on peut bien sûr imaginer qu'il y a auparavant des noms qui sont sur la table pour choisir. Donc probablement, oui, bien sûr, il y a des gens qui peuvent porter la responsabilité d'un ministre. Mais nous, maintenant, on ne sait pas. Le nom était déjà là, oui. Le Premier ministre seulement, qui est déjà connu,
les autres on ne connaît pas. Et bien sûr, il y a un choix des grands responsables qui sont des gens qui peuvent porter la responsabilité. Si on ne peut pas dire quels ministres exactement seront reconduits à leur poste, est-ce qu'on peut au moins avoir une certaine idée de combien, par exemple, la proportion, combien de ministres va rester ou vont rester et combien de ministres, de nouveaux ministres on va avoir dans le nouveau gouvernement? Donc, ça, c'est une question très intelligente de votre part. 2 à 8 et quelque chose comme ça. Et en même temps, si vous me permettez, j'ajoute la troisième question, c'est est-ce que le taux des ministères restera le même ou va diminuer ou va s'augmenter? Parce qu'on voit par tout le monde, ce n'est pas l'affaire d'avoir 30 ministères, puis 35, puis 34, etc. etc. Mon exemple, c'est qu'en France même, il n'y a pas le même nombre de ministères chez nous en Égypte. Hein. Deuxième exemple, les États-Unis même, il n'y a pas un Premier ministre, complètement. Et beaucoup de travail qui fonctionne, il n'y a pas de ministre. C'est un système politique tout à fait différent. Ça nous veut dire en fait, où là, il faut parler du nouveau Parlement. Non, ce que je veux dire exactement, c'est qu'il ne faut pas augmenter le taux des ministères afin que la responsabilité va se disperser. On ne peut pas contrôler l'État. C'est-à-dire pourquoi on ne peut pas prendre un nouveau système, les organismes et les organisations et les grandes autorités restent toujours indépendants, c'est-à-dire chaque responsable qui est comme au niveau d'un sous-ministre, qui peut commander le travail dans une région ou d'une autre, et tout c'est contrôlé par le Conseil de ministres. Et les localités et les responsabilités des localités et tout cela, mais apparemment, ça va prendre un peu de temps, apparemment. Une période transitoire pour justement arriver là. Là, je voudrais justement aussi parler de la corruption aujourd'hui. Le président, quand il a fait le nouveau canal, il a étudié et il a fait après, il a commencé, je pense, après 2 ou 3 semaines qu'il était président. Le projet était là. Le projet était là. L'affaire, ce n'est pas le projet. Toujours, on a des projets sur des papiers. Voilà. L'affaire, c'est de réaliser les projets. Voilà. Il a réalisé le projet dans un an. L'hôpital du cœur que Brahim Mahlab il a visité, il a trouvé des troubles dedans. Ils étaient capables de reconstruire et l'améliorer dans un mois. Savez-vous, habituellement, ça prend au moins 1 an. Oui, c'est vrai. Parce que l'affaire, c'est l'administration. Il faut être l'administration bien contrôlée. Très bien. On parle d'un gouvernement qui doit aussi changer, puisqu'il va y avoir le nouveau Parlement. En principe, c'est prévu qu'on va avoir un Parlement avant la fin de l'année courante. Donc là, il faut justement parler d'un nouveau gouvernement par rapport à un nouveau aussi Parlement. Justement pourquoi on n'a pas dû attendre jusqu'à la formation du nouveau Parlement. Mais je vous propose tout de suite donc tout d'abord de parler un petit peu du Parlement. D'accord, je vous propose donc ce commentaire signé Dalia Karam qui va nous parler de ce dossier, de ce sujet. Je vous rappelle donc que débuté le 1er septembre, c'est en principe samedi, hier, donc le samedi 12 septembre, c'était hier, dans l'après-midi que prenaient fin les dépôts des candidatures pour les élections législatives d'octobre prochain. Les dossiers ainsi déposés feront ensuite l'objet dans l'intervalle de jours de validation par la Haute Commission électorale. Là aussi, il y a pas mal de sujets, de procès. Et ici, il y a pas mal de détails qui sont encore inachevés. Mais de toute façon, je vous laisse avec les détails signés, dans ce commentaire signé Dalia Karam, mais on va en parler des détails inachevés juste après. Les candidats ont été invités à présenter leurs documents de candidature à partir du 1er jusqu'au 12 septembre 2015 de 9h à 17h. Pour être accepté comme candidat, il faut remplir un certain nombre de critères, dont celui d'être de nationalité égyptienne, d'être inscrit sur les listes électorales, d'être âgé de plus de 25 ans et d'avoir accompli son service militaire ou en avoir été exempt. Le calendrier des élections législatives avait été rendu public dimanche 30 août par la Haute Commission électorale. Selon le président de la commission, le conseiller Ayman Abbas, les élections auront lieu sur 2 étapes. La première regroupera 14 gouvernorats.
Le scrutin de cette première étape se déroulera les 17 et 18 octobre à l'étranger et les 18 et 19 octobre en Égypte. La deuxième étape aura lieu dans les 13 gouvernorats restants. Le scrutin sera à l'étranger le 30 novembre et le 1er décembre, tandis qu'en Égypte, il se déroulera les 1er et 2 décembre. Le scrutin qui devait initialement se dérouler entre mars et mai avait été reporté par une décision de justice. La Cour constitutionnelle avait jugé anticonstitutionnelles certaines dispositions de la récente loi électorale, notamment vis-à-vis du découpage des circonscriptions. Le président Al-Sisi avait ensuite promis que les élections se tiendraient avant la fin de l'année 2015. La nouvelle loi électorale validée début août prévoit que 448 membres de la Chambre des députés seront élus au scrutin uninominal et 120 au scrutin de liste. Les quotas de femmes, de chrétiens et de jeunes présents dans la précédente mouture de la loi ont été abandonnés. L'Égypte est dépourvue de parlement depuis le renversement du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Les nouvelles autorités avaient annoncé une feuille de route prévoyant l'adoption d'une nouvelle constitution suivie par des élections présidentielles et législatives. La constitution a été adoptée en janvier 2014 et la présidentielle organisée en mai 2014 a vu le maréchal Sissi, ancien chef de l'armée, devenir chef de l'État avec 97% des voix. Ces élections législatives sont ainsi présentées comme la date de cette transition. Alors l'inscription est désormais close à l'exception de la 7e circonscription, ainsi que la première et deuxième circonscription de Qena. Je rappelle aussi que la Haute Commission électorale a annoncé que la liste finale des candidats sera annoncée le 16 septembre. Et je vous rappelle que les élections en principe doivent avoir lieu sur 2 étapes. La première regroupera 14 gouvernorats et la deuxième regroupera les 13 gouvernorats restants. On parle du mois d'octobre, donc du mois prochain. Si on parle de ce nouveau Parlement prévu, on l'espère bien, tout d'abord, est-ce que vous croyez vraiment, avec quelques détails inachevés, incomplets, quelques problèmes peut-être, est-ce que vous croyez que ce Parlement va voir le jour vraiment? Ce que je vois clairement, c'est que aussi le président de la République veut faire ce Parlement. Et la Commission supérieure électorale aussi, elle veut accélérer les démarches et ne pas sur n'importe quel point. La preuve, c'est qu'il y avait un jugement au tribunal concernant les diverses régions électorales pour des changements. Les juristes responsables à étudier ce jugement, ils avaient le droit de se présenter devant la Cour de cassation. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont accepté le jugement et ils ont dit on va respecter le jugement du tribunal pour changer ce que nous avons fait pour le bien des candidats. Parce qu'on ne veut pas arrêter les démarches. Donc ça veut dire aussi que l'État veut compléter la feuille de route, la 3e étape. Donc il y aura bien sûr un conseil, c'est-à-dire une assemblée de députés. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas des activités politiques au niveau du chemin, de la rue, de la vie des Égyptiens. C'est-à-dire, on ne peut pas toucher clairement un parti politique qui peut faire la concurrence. Oui, c'est vrai que les partis politiques n'ont pas vraiment une présence dans la rue égyptienne aujourd'hui. C'est le grand problème. Comme un vide politique. Donc c'est ce que je parle devant vous. Processus peut-être. Ça c'est le grand problème parce que vous aurez des députés peut-être qui sont dispersés, qui ne sont pas dans le seul. Et comment ils vont faire le travail de contrôle du gouvernement ou le travail législatif des lois devant leur assemblée. Ça, c'est un problème. Très bien. Si je parle, on retourne un petit peu au cabinet. Donc, il s'agit bien entendu d'un gouvernement transitoire. Est-ce que vous pensez que le gouvernement même qui doit présenter sa démission avec la formation du Parlement va être reconduit, donc encore une fois, ou
on va voir un nouveau gouvernement après Ça dépend ce des gouvernement. résultats. Ça Il dépend n'y a, des a pas de résultats. temps pour voir les résultats. Le 3 mois, délai non, on est peut d'un. faire avec 3 mois, il va avoir des résultats, bien sûr. Et comme notre président a dit, nous devons être sur le cœur d'un seul homme. Parce que, comme vous voyez maintenant, l'Égypte, la seule armée dans la région, c'est l'armée égyptienne. L'armée irakienne, c'est fini. En Syrie, il y a des problèmes. Dans la région arabe, c'est-à-dire on peut dire que l'Égypte ou l'armée égyptienne est le colonne de la tente arabe. Alors, cette période est exceptionnelle, on doit être tous ensemble. Il n'y a pas des partis très forts, je pense. Si vous avez mentionné le président, qu'est-ce qu'il a dit? Là, il faut mentionner aussi qu'aujourd'hui, lors d'un discours à l'Université du Canal de Suez, à l'occasion de la semaine des universités égyptiennes, lorsqu'il a parlé de pas mal de problèmes, de questions, mais surtout il a parlé des réfugiés. Il a précisé que l'Égypte accueille pas mal de réfugiés sans faire de propagande. Oui, sans faire de propagande médiatique au niveau mondial. Il a aussi salué et rendu hommage à l'ingénieur Brahim Mahlab. Il a salué ses efforts au cours de la période qui s'est écoulée. Il a aussi parlé de la corruption. Il a insisté encore une fois que la corruption n'a pas de place parmi nous aujourd'hui. Bien sûr, mais ça prend du temps. Il rappelle, à chaque occasion, le chef de l'État rappelle que les corrompus n'ont pas de place aujourd'hui. À quel point vous trouvez qu'on est capable vraiment, en tant que société, de vraiment dépasser cette corruption qui c'est vrai, qui se trouve dans le corps je ne vais pas seulement dire administratif du pays, mais elle est présente. Dites-moi, cette année, nous sommes beaucoup mieux que l'année passée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et l'année prochaine, ça va être beaucoup mieux que cette année. Ça marche pour le bien. On doit avoir de l'espoir. Tout le monde va avoir de l'espoir. Avec l'espoir, on peut s'améliorer, se monter. Avec le désespoir, ça descend. En chute. C'est bien de rencontrer quelqu'un qui a toujours de l'espoir. Ça donne de l'optimisme, en fait. Et apparemment, c'est contagieux. Au point de vue personnel, si vous n'avez pas d'espoir, vous ne pouvez pas vivre. Très bien. Quelles sont les indications? Monsieur Khattab a précisé que déjà cette année est beaucoup mieux, par exemple, par rapport à l'année écoulée. Peut-être, oui, sur certains niveaux, oui, sur d'autres, non. Peut-être au niveau, par exemple, du quotidien de l'Égyptien, c'est devenu un peu plus difficile. Je vois avec une hausse des prix que peut-être pas tout le monde est capable de... Vous ne pouvez pas résoudre. C'est vrai. C'est pour cela que j'ai dit, c'est pour certains, pour d'autres, mais les régions en général, c'est peut-être dans le mieux. Comme j'ai dit, quand j'ai utilisé la route d'Alexandrie, 4 chemins, 4 voies et 2 chemins pour les camions. J'ai dit que c'est une route comme une route européenne. Avez-vous utilisé le Caire, Alexandrie? C'est bien fait, parce que c'est bien contrôlé. Ça fait partie des méga projets, en fait. C'est ça. Alors, toujours, on peut s'améliorer. Mais on ne peut pas faire tout en même temps. Très bien. Le fait que le chef de l'État, juste au lendemain de la démission du gouvernement, il parle encore une fois de corruption, certes, il fait allusion à cette affaire de corruption qu'a connue le gouvernement de Mahlapa, un des ministères, donc un ministre qui était impliqué jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas s'il va être condamné ou non. Comment voyez-vous ce rappel, en fait? Donc, j'ai parlé au début de cet épisode, je vous ai dit que le nouveau gouvernement de l'ingénieur Cherif Ismail, il a une opportunité, c'est-à-dire une chance excellente de bien se présenter devant la population, devant le peuple. S'ils vont faire quelque chose de nouveau, ou quelque chose d'excellent, pas beaucoup, mais quelque chose, devant le peuple, donc les députés, ils vont accepter que c'est le même gouvernement qui continuera. Mais, par contre, le gouvernement de Mahlab a bien fait son travail, mais s'il continuera jusqu'au jour des élections, il sera un gouvernement qui n'est pas acceptable des députés. Parce que, bien sûr, il a fait beaucoup de points positifs, mais les points négatifs sont les plus proches des élections. Et c'est en relation avec ce que vous dites concernant
la corruption. Donc, quand le président parle de ces points-là, il ne veut pas adresser ses paroles à un ministre ou d'autre, mais totalement au système qui gouverne tout le travail des gens. La corruption, ce n'est pas seulement un ministre. Non. La plupart des fonctionnaires partout, les gens sont... Et vous voyez aussi des corruptions qui se trouvent dans les pays occidentaux. Hein? Ce n'est pas seulement en Égypte. Donc, il donne un alarme, c'est-à-dire d'éviter ce travail-là, ce chemin-là, parce que l'État va faire bien attention de ceux qui prend ces démarches-là de corruption et va les condamner tout de suite. Entre parenthèses, n'oublions pas que le ministre de l'Agriculture, l'ancien ministre de l'Agriculture, jusqu'à maintenant, il n'est pas accusé complètement parce qu'il n'y a pas de jugement contre lui. Donc, il faut prendre en considération tous les détails de l'affaire elle-même. Mais un nouveau gouvernement, ce sont des gens qui vont venir en prenant dans leur conscience ce qui arrive et ce qui est passé, ce qui est déroulé avec les anciens. Donc, voilà. Probablement, ils vont faire attention, pas d'eux-mêmes, parce qu'eux, ils sont bien choisis. J'espère qu'ils seront bien choisis, mais le problème que chaque ministre doit regarder bien ce qui se déroule dans son cadre de spécialité, c'est-à-dire dans son ministère. Vous avez abordé un point très critique, très important là, lorsque vous avez dit qui sont bien choisis ou qui seront bien choisis. Cette question de choix, aujourd'hui, on a pas mal répété qu'il y avait un problème de choix. C'est-à-dire, parfois, il y a les gens qui sont les meilleurs pour ce poste, par exemple, mais qui ne sont pas prêts pour assumer la responsabilité en ce moment. Quelle que soit la raison, d'autres qui sont prêts à assumer la responsabilité, qui sont peut-être moins qualifiés. Cette question de choix, qu'on fait le bon choix, il faut faire le bon choix et on n'a pas d'autre choix que de faire un bon choix aujourd'hui, mais aussi qui est capable d'assumer la responsabilité. Bien sûr, il faut choisir les gens qui sont, les ministres qui sont capables de donner. Vous savez, nous vivons juste maintenant sur 7% sur la terre. D'accord. Pourquoi pas réformer la terre et pourquoi avoir pas une suffisance agriculture? D'accord. Il faut faire beaucoup d'efforts pour efforcer l'économie. Avec une économie forte, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Très bien. Et vous, un dernier mot pour vous, Monsieur le Général, puisqu'il faut terminer tout de suite. Donc, un dernier mot concernant le choix. Un dernier mot concernant le choix, c'est que les Égyptiens, ils sont déjà grandis, sont jeunes, ils comprennent bien qui est le bien, qui est le mal, qui est le méchant. Donc, quoi que soient les ministres qui vont venir, je crois que le peuple va bien les accepter, oui ou non. Donc, un choix, ça va être aussi évalué par la population. Très bien. Il faut être le meilleur choix. Très bien, je vous remercie infiniment, Monsieur le Général Ibrahim Choukri. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Académie de police, vous êtes aussi analyste politique. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Ravi d'être avec vous. Merci. Et Monsieur Hicham Nouri Khattab, merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre des conseils nationaux spécialisés et vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Association du développement industriel égyptienne. Merci à vous d'avoir été parmi nous ce soir. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.